Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, vous passez donc des bonnes vacances, enfin des fins de vacances peut-être là en cette fin août, et puis sinon vous avez bien repris ou quoi. Et donc aujourd'hui on va parler de la crise immobilière donc chinoise, parce que c'est un fait avéré, désormais on ne peut plus chipoter, c'est que la Chine subit une crise immobilière et même grave. Donc le but de cette vidéo c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ne peut plus chipoter sur les chiffres. Il y a une véritable crise de fond sur l'immobilier en Chine. Donc, il n'y a pas que Evergrande, parce que Evergrande, si vous voulez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu creuser un petit peu le sujet et chercher quelle était vraiment la situation immobilière en Chine. Et vous allez voir, c'est une catastrophe, en fait, littérale. Après, le but de cette vidéo également, c'est aussi de faire le lien entre la crise immobilière chinoise et la crise de la Chine, peut-être dans son ensemble, voir est-ce que ça va entraîner la Chine dans son ensemble derrière, sur le plan macroéconomique, et bien sûr, en plus de cela, est-ce qu'il y aura des répercussions même à l'échelle mondiale réellement, parce que c'est vrai qu'on peut jouer sur la peur également, en nous disant, la Chine, si elle tombe, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire le point sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on nous bassine beaucoup avec la peur, par exemple, du réchauffement climatique, la peur de même des extraterrestres. On a vu avec les Américains qui ont dit qu'il y avait un vaisseau mère qui se rapprochait de la Terre, bref, n'importe quoi. Donc c'est vrai que voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire peur, c'est vraiment de voir où on en est au niveau de la réalité des choses sur le plan économique, et derrière, même dans le pire du pire des cas, on va voir même j'ai des solutions à vous proposer, bien que je ne sois pas un conseiller en investissement financier, etc. Bien sûr, comme je vous le rappelle très souvent. Voilà les amis, donc c'est parti. Je vous invite à vous poser tranquillement chez vous, dans votre canapé, où que vous soyez. Et puis c'est parti, je vous envoie mon trailer d'abord. C'est parti, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. La Chine était en train de s'effondrer et d'entraîner le reste du monde avec elle, point d'interrogation. C'est vraiment la question qu'on pourra se poser à la fin. Donc, j'essaierai de répondre à la fin de cette vidéo. Mais déjà, il faut savoir, pour retrouver le contexte initial de d'où ça part, là, cette peur de l'effondrement de l'immobilier en Chine, ça part de Evergrande, donc c'est-à-dire c'était l'ancien premier plus gros promoteur immobilier de Chine en 2021. Et donc, tout a commencé avec un premier défaut de paiement justement de Evergrande en 2021 qui a été évité de justesse. Comment, on ne sait pas trop, ils ont trouvé les fonds au dernier moment, c'était un défaut de paiement à la base sur 82,3 millions de dollars, enfin, environ 80 millions de dollars. Et à quelques jours de l'échéance, ils ont finalement réussi à payer l'échéance. Ça avait fait peur à tout le monde à l'époque, mais entre-temps, eh bien, après, le géant, le promoteur immobilier chinois a été aidé par le gouvernement chinois en tant que tel, pour essayer de résorber donc le montant colossal, quand même, je rappelle, de sa dette, qui est estimée à 260 milliards d'euros. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est une entreprise qui a 260 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, la Grèce a un montant total de dette de 355 milliards. Voilà, donc pour vous dire déjà, c'est des montants d'entreprise qui sont équivalents à des dettes de pays dans le monde. Bon, et donc le problème, c'est que déjà à l'époque, ça avait fait trembler les marchés. Je vous invite à voir l'article que j'ai trouvé de Le Monde qui explique très bien la chose sur à l'époque, sur la peur. Donc Le Monde, Evergrande, le promoteur chinois endetté, évite un défaut de paiement. Vous voyez, c'était 260 milliards d'euros. C'était au 22 octobre 2021 précisément. Enfin, en tout cas, la date de l'article. Bon. Ensuite, maintenant, il faut savoir que ça a été temporaire, puisque officiellement Evergrande, ça y est rentrée en faillite, enfin, s'est déclarée elle-même en faillite et a rempli donc, le document, le chapitre 15, vous savez, au niveau de la législation américaine, et donc s'est déclarée en faillite sur ses filiales américaines le 17 août 2023. Donc ça y est, c'est officiel. Et en parallèle, il faut savoir que le montant des dettes est estimé monter à 275 millions d'euros désormais. Donc en plus, on continue à faire creuser la dette entre-temps. Donc il faut savoir, c'est que là, outre l'aspect des faillites, donc
d'Evergrande aux États-Unis. En parallèle, il s'est ouvert à Hong Kong des négociations entre Evergrande et les créanciers donc d'Evergrande. Et donc, je vous explique le délire en ce moment qui se passe au niveau de cette renégociation, c'est que pour rembourser donc les créanciers, Evergrande a tout simplement proposé une restructuration de la dette offshore, c'est-à-dire externe justement à la Chine. Parce que Evergrande avait vraiment des intérêts un peu partout dans le monde. Et donc, le montant de cette dette offshore est quand même estimé à 31,7 milliards de dollars. Et donc, ce que propose Evergrande à ses créanciers, c'est qu'en échange, si vous voulez, de l'effacement de l'ardoise de 31,7 milliards de dollars, eh bien, les créanciers pourront obtenir de nouvelles obligations ainsi que des participations au sein de 2 filiales d'Evergrande, on imagine des actions boursières. Voilà, donc, mais ça, c'est des renégociations, mais bon, c'est des petites renégociations concernant des petits montants, hein. Je mets les guillemets parce que 31,7 milliards de dollars, bien sûr, c'est énorme, mais comparé à l'ardoise totale de 275 milliards de dollars, c'est ridicule, hein, au final. Bon, voilà, donc là j'ai l'article pour vous montrer, pour appuyer mes propos, bien évidemment. Donc là j'ai un article de Euronews, comme vous pouvez le voir, Evergrande dépose son bilan aux États-Unis. C'était au 19 août 2023. Voilà, dans l'écriture de l'article. Bon. Et donc le problème, c'est là où vraiment ça interpelle quand même. Mais comment ça se fait qu'un promoteur immobilier chinois quand même, qui était là actuellement qui est le numéro 2 en Chine, mais qui était le numéro 1 en 2021 en Chine, soit arrivé dans une situation catastrophique à ce point-là. Et donc c'est pour ça que là je voulais enquêter, chercher vraiment des réponses sur l'état des autres promoteurs immobiliers en Chine, voir si c'est un problème réellement de fond, si c'est qu'une seule entreprise qui a fait n'importe quoi. Et là, vous allez voir, asseyez-vous, hein, clairement, parce que, donc là j'ai un petit chapitre qu'on va aborder de la chute de l'immobilier en Chine, symbole de la chute d'un empire financier, donc point d'interrogation. Et le problème, c'est qu'effectivement, vous avez énormément, la majorité des promoteurs immobiliers qui sont dans la même situation qu'Evergrande. Et c'est ça qui est inquiétant. Et donc, par exemple, le plus gros exemple de outre Evergrande, c'est Country Garden, c'est un autre promoteur, et c'est même le numéro 1 désormais en Chine au niveau de l'aspect de l'immobilier privé. Et donc, Country Garden a tout simplement lui aussi une ardoise totale de dette de entre 150 et 176 milliards d'euros. Donc là aussi, j'ai l'article qui vient donc prouver cela de Le Soir Immo, le projet raté à 100 milliards de dollars qui plombe un géant de l'immobilier. Et le géant de l'immobilier, c'est justement Country Garden, parce qu'ils ont raté effectivement, ils ont fait n'importe quoi avec un projet. Et comme ça marche pas, eh bien, finalement, vous avez 100 milliards de dollars qui ont été jetés par la fenêtre quasiment. Pour résumer la chose. Et donc, le problème, c'est que Country Garden est également en difficulté de paiement en ce moment dans la même démarche que Evergrande au final. Et donc, le problème, c'est que Country Garden est également en charge de près de 3000 chantiers de construction et 60% des activités de Country Garden se concentraient dans les petites villes chinoises. Ça veut dire que quand on dit petites villes chinoises, on dit en général la classe moyenne, même la classe populaire parfois, qui essaye d'accéder donc à des logements. Et là, le problème donc, que rencontrent les citoyens chinois, c'est qu'avant d'acheter un logement, en général, ils ont payé la somme en totalité avant la construction de leur maison. Donc, vous l'avez compris, si Country Garden et si tous les promoteurs immobiliers commencent à faire faillite comme ça en 2023, eh bien, ça veut dire que si les maisons ne sont pas encore construites, et là on parle quand même de 3000 chantiers de construction du moins en 2023, vous aurez 3000 foyers derrière qui seront concernés, voire plus, parce que ça peut être des immeubles également, donc vous multipliez ça par le nombre d'appartements dans un immeuble. Donc c'est une catastrophe, hein, clairement, mais pour les citoyens chinois qui, eux, vont être impactés directement et vont perdre leur investissement au final. Bon, donc là aussi j'ai un article de lesoir.be, je vais vous montrer ça les amis, tac, donc Le Soir Immo, crise immobilière en Chine vers une faillite du système financier, point d'interrogation, et eux vont encore plus loin, vous voyez que moi, dans mes propos. Bon, donc ensuite, maintenant ça c'est un exemple, hein. C'était le numéro 1, donc aujourd'hui vous voyez l'état du numéro 1 Country Garden actuellement en Chine, entre 150 et 176 milliards d'euros de dettes, plus les catastrophes avec les constructions de chantiers.
Numéro 2, Evergrande, eux sont carrément déclarés en faillite sur les filiales américaines. Ils renégocient en ce moment, ils essaient de gagner du temps pour leurs dettes offshore. Mais bon, quand même 275 milliards d'euros de dettes. Donc déjà, eux deux, ils cumulent quasiment les 500 milliards de dettes. Et derrière, vous avez, et c'est tout à fait compréhensible, hein, comment ça se fait qu'ils en arrivent là? Bah, regardez, là j'ai un tableau de Bloomberg, un graphique de Bloomberg, qui parle justement des ventes des promoteurs immobiliers chinois entre 2021 et 2022. Et regardez la catastrophe. Comme par hasard, vous voyez Evergrande, qui a été le premier promoteur immobilier chinois à se déclarer réellement en faillite, du moins en 2023, ils sont à moins 93% de ventes sur une année. Vous voyez, entre juillet 2021 à juillet 2022. Ensuite, vous avez Sunac. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que là, vous avez sur tous les promoteurs immobiliers dans ce graphique, eh bien, vous avez la majorité, 90%, qui sont carrément dans le rouge, qui voient leur chiffre d'affaires en fait baisser au final d'une année sur l'autre. Et pas qu'un peu, hein. Que même moins de 13%, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme quand vous regardez par exemple, parfois les marges entre les chiffres d'affaires et les bénéfices sont très très faibles. Donc ça peut être même moins de 13%, c'est déjà énorme. Bon. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit récapitulatif, mais j'ai pas, enfin c'est pas une liste exhaustive, hein. J'ai mis quelques exemples des plus gros promoteurs immobiliers. Donc je rappelle, Evergrande, 300 milliards de dollars de dette, 275 milliards d'euros, si on fait la comparaison. Sunac, 54,3 milliards de dollars de dette en 2021. Donc là, j'ai les chiffres, je les ai pris sur TradingView. Donc c'est vrai qu'ils ont des décalages peut-être d'un an, 2 ans, et on n'a pas les montants exacts de 2023, mais en sachant que 2021, les situations étaient en général meilleures pour les promoteurs immobiliers qu'en 2023. Vous l'avez compris, hein, depuis là, ça a été l'effondrement en fait des ventes sur le marché immobilier de façon générale. Donc, les dettes ont explosé également pour les promoteurs immobiliers entre-temps. Mais déjà en 2021, vous voyez, c'était une catastrophe, hein, 54,3 milliards de dollars de dettes pour une entreprise. C'est pas un pays là. Et donc, plus effondrement des actions en bourse de 59% en avril 2023. Donc, déjà, pour vous dire également le délire, donc j'ai l'article qui vient prouver ça, de Capital.fr également. Tac, 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 alors, je vous montre. Capital, bourse, un nouveau coup dur pour l'immobilier en Chine, le géant Sunac s'effondre. Elle a fait référence, Capital, à l'effondrement des actions boursières du promoteur immobilier. Ensuite, Logan Group Company, 15,17 milliards de dollars de dette. Ah, c'est pas beaucoup. On pourrait dire par rapport aux autres, c'est pas beaucoup, bien que ce soit énorme hein, déjà. Là, j'ai le chiffre de 2022. Vous voyez, TradingView, plus effondrement de 70% de ses actions boursières durant l'année 2022. Je ne sais pas si vous imaginez 70%. Et donc, ça rappelle quoi? C'est là où c'est étonnant, c'est que ça rappelle énormément en fait la crise bancaire qui a lieu aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est-à-dire vous avez des banques qui font faillite et en même temps qu'elles font faillite, vous avez un effondrement littéral de leurs actions boursières, bancaires en fait. Voilà, donc là, je vais vous montrer ma source, c'est-à-dire c'est TradingView. Alors attendez, voilà. Et là, je vous montre, juste pour vous montrer comment je suis allé chercher également les chiffres hein, sur TradingView. Vous voyez là, par exemple, j'ai l'exemple de Logan Group. Donc en euros, donc vous voyez fondé 2010, Logan Group, donc c'est dans la propriété, PDG Zhuo Binlai, etc. Vous voyez, c'est vraiment chinois. Dans le real estate développement, donc c'est bien ça. Et ensuite, vous avez tout. Vous avez la croissance, rentabilité, performance. Vous voyez, ils ont tous pètent la figure. Hein. Vous voyez, marge bénéficiaire, ils ont massacré. 2022. Et bien sûr, explosion des dettes. Je vais retrouver, voilà, c'est sûr. Regardez l'évolution des dettes. Donc, en 2010, ils étaient à 8,99 milliards d'euros de dettes, passant en euros. Et là, ils sont à 13,93 milliards d'euros de dettes. Donc, quand on fait la conversion en dollars, ben, ça fait 15 et quelques. Hein, si j'ai bien... Voilà, 15,7 milliards de dollars. Bon, c'est juste pour vous montrer comment je vais chercher les chiffres également sur TradingView, hein, en espérant que ce soit le plus fiable possible, bien évidemment. Ensuite, vous avez le Shimao Group. Là, 20,47 milliards de dollars de dette. Pareil, hein, j'ai pris les chiffres de TradingView, c'est ceux de 2020, il n'y a pas plus récent. Plus carrément défaut de paiement en 2022 sur une échéance quand même de plus de 1 milliard de dollars. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est latribune.fr. Donc je vais vous montrer l'article. Hop. Voilà, immobilier, nouveau coup dur pour la Chine. Le promoteur Shimao en défaut de paiement. Vous voyez, c'est 1,02 milliard de dollars. Oh, oh, oh.
Donc c'est un massacre, hein. Clairement, sur les 2, 3 dernières années, le secteur immobilier est en train de s'effondrer littéralement en Chine. Et enfin, Greenland, le dernier exemple, 33,34 milliards de dollars de dette. Donc pareil, hein, les chiffres de 2022 sur TradingView. Et là, j'ai même Le Figaro qui a fait un article là-dessus. Pof, voilà, Le Figaro immobilier. S&P abaisse la note du promoteur chinois Greenland. Donc tout tout paravolo, hein, clairement. Donc après, c'est vrai, je ne vous ai pas listé, c'est juste des exemples. Je ne vous ai pas fait toute la liste des promoteurs immobiliers parce qu'ils sont tous, mais quand je dis bien tous, c'est allez, 90%, et encore je suis gentil. Au niveau des dettes, déjà dans le rouge, on est dettes dans tous les sens. Mais en plus, ils ont les actions de leurs actions boursières qui sont également, pour ceux qui sont cotés en bourse, également en pleine chute les bas. Bon. Et donc, là où en fait, ça devient inquiétant, parce que quand vous couplez ça avec Evergrande et le secteur immobilier actuel, c'est-à-dire quand vous comprenez qu'il y a une vraie crise de fond parce qu'il y a une chute, il y a un recul des achats immobiliers en Chine, bah vous comprenez que ça ne peut pas aller mieux. C'est-à-dire que, surtout dans le contexte économique de la Chine, vous l'avez vu, vous en avez sûrement entendu parler, parce que la Chine en ce moment, elle fait face à une crise du chômage, elle fait même face à une crise économique post-Covid. Elle fait face à une déflation également, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'inflation, mais qui a des impacts négatifs si elle est trop prononcée sur l'économie. Bref, vous avez un peu la totale. Et donc vous couplez ça en plus avec la crise immobilière et vous avez un cocktail explosif, en fait. Bon, et donc à ce point, à un tel point que là, certains analystes, notamment ceux de Clock Tower Strategies, qui est une entreprise justement spécialisée dans les analyses comme ça, eh bien eux, ils estiment carrément, ces analystes-là, que la Chine, pour sauver quelque part le secteur immobilier, eh bien elle devra quand même injecter sur la table 1000 milliards de dollars au niveau de son seul secteur immobilier. Donc je vous laisse même pas imaginer le délire, quand même 1000 milliards de dollars à sortir comme ça de la Chine juste pour sauver et redresser le secteur immobilier. Après, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, c'est des analystes. Voilà, personne à la science infuse, mais en tout cas, le montant, à mon sens, je vais vous dire, le montant me paraît plutôt raisonnable, parce que vous voyez, entre Evergrande et Country Garden, déjà les dettes, c'est quasiment 500 milliards de dollars de dettes à eux deux, quoi. Bah, forcément, si vous cumulez tous les secteurs, enfin, l'ensemble des entreprises endettées du secteur immobilier, franchement, je pense que c'est même peut-être en dessous de la réalité, les 1000 milliards de dollars à mettre sur la table par le gouvernement chinois. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, quand même, 1000 milliards de dettes, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'éponge, l'ardoise? Ben, ça représente 33% de la dette française. Parce que nous, en France, on a une dette de 3000 milliards d'euros de dette. Voilà. Alors, un peu moins, parce que vous avez la conversion dollar-euro, donc un peu moins, peut-être 30%. Mais vous voyez, j'imagine, enfin, quand on voit l'analogie, c'est un truc, mais énorme. Et donc, pour continuer dans ce délire, c'est que là, on va atteindre l'aspect où est-ce que, par exemple, la crise immobilière chinoise déjà va entraîner la Chine dans son ensemble. Donc là, c'est le propos du chapitre, hein, que je suis en train d'aborder. Et il faut savoir, donc je vais remonter un petit peu le temps, que cette crise immobilière, vous voyez, elle date depuis plusieurs années déjà. Depuis 2021, pour nos yeux, on va dire commun du mortel, on a vu la partie émergée de l'iceberg avec Evergrande en 2021, mais ça a commencé en fait en 2020. Et en fait, le secteur immobilier chinois était déjà en grande difficulté en 2020, et c'est pour ça que vous avez le gouvernement chinois qui avait décidé à l'époque de mettre en place un système qu'on appelle les 3 lignes rouges, enfin, ils ont appelé comme ça les 3 lignes rouges, qui sont basées en fait sur 3 critères et 3 limites à ne pas franchir pour les promoteurs immobiliers chinois au niveau de l'endettement. Et donc les 3 règles, c'était que le passif des entreprises de l'immobilier, enfin les promoteurs immobiliers, ne doit pas excéder 70% de leurs actifs. Ensuite, la trésorerie doit être au moins égale aux emprunts à court terme. Et enfin, la dette nette ne doit pas dépasser les fonds propres. Donc, ce qui s'est passé, le problème, c'est que, ok, hein, très bien, pour le gouvernement chinois, sauf qu'ils l'ont fait trop tard. Parce que le problème, ce que vous l'avez compris, c'est que déjà en 2020, la majorité des promoteurs immobiliers étaient déjà extrêmement endettés. Et quand je dis extrêmement, vous l'avez vu les chiffres, c'est une catastrophe. Donc, pour le coup, eh ben, c'est comme si aujourd'hui, par analogie, tout le monde décidait que finalement, le montant des dettes, on arrête la planche à billets. Du jour au lendemain, on arrête la planche à billets.
et il n'y a plus de possibilité de se surendetter encore. Pour les gouvernements, hein, je parle. Bah, imaginez, ce serait la catastrophe, parce que ça veut dire que vous cassez en fait l'élan du jour au lendemain avec ces règles-là, même si vous savez que si vous laissez la planche à billets courir, un jour ou l'autre, il y aura le mur qui va se présenter. Mais avec ces règles-là, en fait, le mur, ils l'ont rapproché à la Chine, mais pour les promoteurs immobiliers. Et c'est depuis donc ces trois règles-là, donc ces trois lignes rouges, que vous avez un effondrement littéral des promoteurs immobiliers par la suite. Donc ça fait plus de mal, au final, que de bien pour les entreprises de l'immobilier chinoise. Et donc, le pire, c'est que donc, le gouvernement qui a voulu justement éviter, qui a mis en place ces trois lignes rouges, ben justement, ils ont accéléré la crise et donc, ils se sont rendus compte trop tard de leurs erreurs, clairement. Ils ont voulu ensuite rattraper le coup, cette fois en s'attaquant à des mesures, mais sur les citoyens chinois, pour favoriser justement les achats et relancer la dynamique dans l'immobilier. Et donc, ils ont, pour ça que les citoyens chinois, entre 2020 et 2023, ils ont baissé, enfin, le gouvernement chinois plutôt, a baissé donc, le taux de crédit et également a baissé l'apport minimal des citoyens chinois pour l'achat d'une maison. Vous savez que quand vous achetez une maison, normalement, vous devez faire un acompte, même en Occident, vous devez quand même avoir un apport minimal de capitaux suivant votre situation financière. Bon, sauf que avec ce cadre-là, en plus, on a eu la crise, vous savez, la guerre Ukraine, la crise des matériaux, etc., l'inflation, et donc au niveau mondial, vous avez une explosion des prix, et en plus, vous avez les promoteurs immobiliers qui sont en crise, et bien, qui ont augmenté les prix pour justement essayer de faire entrer plus d'argent. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, l'immobilier devenant trop cher en Chine, les ventes sont littéralement écroulées. On en revient au graphique voilà, que je vous ai présenté entre les ventes de 2021 et 2022. Voilà comment on est arrivé là. Donc déjà pour vous expliquer. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on rentre dans le cadre, est-ce que c'est dangereux pour la Chine? Ben oui, clairement, parce que le secteur immobilier en Chine pèse plus de un quart du PIB. C'est-à-dire entre 20 et 30% du PIB chinois. Voilà. Donc c'est une énormité, clairement, hein, c'est une énormité. Et également fournit près de 20% des emplois, c'est-à-dire le BTP fournit 20% des emplois en Chine. Donc si le secteur en fait immobilier chinois s'écroule, il va clairement entraîner le reste, c'est-à-dire ben, tout le secteur marchand, les technologies, l'industrie, parce que le secteur immobilier chinois, eh bien, il concerne forcément, il impacte les autres secteurs, notamment le secteur marchand. Mais quand vous avez des achats-ventes de produits, de ressources premières, de matières premières, destinées justement au secteur immobilier, comme le ciment, le métal, enfin, tout ce qui est lié pour fabriquer des maisons, le bois, etc., eh bien, tout ça, forcément, ça va être impacté par la crise de l'immobilier. Parce que si vous avez plus d'immobilier, eh ben, vous avez énormément de fournisseurs qui vont se trouver sans clients majeurs, surtout avec des entreprises qui commandaient pour des milliards de matières premières, hein, comme Evergrande notamment. Donc, là, on n'est pas sur des petits montants, là, on est sur des centaines de milliards de dollars. Les technologies, pareil, parce que dans les maisons connectées, vous pouvez avoir également des technologies, et l'industrie, je n'en parle même pas, là aussi. Donc, c'est pour ça que là, vous allez avoir vraiment peut-être un système de domino, c'est-à-dire le secteur immobilier va être en crise, enfin, il est déjà en crise, mais là, on est en train de voir vraiment que tout est en train de sortir de l'eau, hein, au niveau de l'iceberg, et derrière, vous allez avoir un effet domino en Chine, hein, bien évidemment. Et le pire dans tout ça, c'est là où voilà, ça commence à devenir chaud patate, c'est que le secteur immobilier chinois est également une des principales sources de revenus des gouvernements locaux. Parce que vous savez qu'en Chine, ça fonctionne par province, etc. Et donc les gouvernements locaux chinois, regardez les chiffres, déjà en 2020, vous voyez l'augmentation entre 2006 et 2020, eh bien, les ventes de baux en millions de renminbi. Donc là, c'est en renminbi. Après, quand on fait la conversion en dollars, bon, eh bien, les ventes, en fait, au niveau des... Voilà, donc le part des cessions de terrain dans les recettes budgétaires en pourcentage, eh bien, ça a explosé. Vous voyez, en 2020 par rapport à 2006. Donc ça veut dire qu'il y aura également un impact en fait, sur les finances des gouvernements locaux chinois. Et donc ça va encore plus creuser justement les déficits et la chute des budgets au niveau du ministère des Finances de Chine. Voilà les amis. Donc maintenant, on va rentrer dans un petit peu plus macroéconomique, voir, mais ok, est-ce que la Chine a les reins assez solides pour supporter ce genre de crise? Là, c'est la question que je me suis posée derrière. Et donc, il faut savoir, en première chose, qu'au niveau de leur dette,
Alors, leur dette, c'est très difficile d'avoir des chiffres pour la Chine parce qu'ils contestent tous les chiffres. La Chine, donc déjà, c'est un peu compliqué, un peu comme le Covid, vous vous souvenez, ils se contestaient tous les chiffres. Donc, c'est un petit peu compliqué, ils font pareil pour leur dette. Sauf que là, j'ai un article donc, de Le Monde, je vais vous montrer, qui a enquêté là-dessus. Donc, après, est-ce qu'ils ont trouvé les bons chiffres? Franchement, on ne sait pas, hein, on va voir. Mais vous voyez, Le Monde, les difficultés financières de plusieurs provinces et villes chinoises ravivent les craintes sur l'ampleur réelle de la dette publique, observe Frédéric Lemaître, correspondant du Monde à Pékin en sa chronique. Donc, dans cet article-là, donc après, je ne peux pas vous montrer l'article, hein, bien évidemment, mais dans cet article-là, Le Monde parle vraiment de la dette chinoise et ils expliquent que les chiffres voilà, sont contestés par la Chine et que selon Goldman Sachs, en fait, la dette totale de la Chine se porterait à 23 000 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu moins que la dette américaine qui est de 30 000 milliards de dollars. Et donc, en fait, ça ferait de la Chine l'un des pays les plus endettés au monde, juste derrière les États-Unis, bien évidemment. Et donc, la dette chinoise, par rapport à la richesse économique produite par la Chine, eh bien, représenterait 126% du PIB de la Chine, ce qui est mieux à noter que c'est beaucoup mieux que que la dette américaine par rapport à la production de richesse aux États-Unis, déjà. Et donc, savoir que c'est pour ça que là, dans un cadre, ok, ils ont 23 000 milliards de dollars de dette, peut-être les Chinois, un peu moins, un peu plus, parce qu'on n'a pas vraiment une officialisation des chiffres, mais derrière, il faut savoir que s'ils veulent assainir leur secteur immobilier, il va falloir qu'ils injectent comme ça 1000 milliards de dollars. Donc, quand même, ça paraît, enfin, je pense, compliqué quand même pour la Chine, qui est en plein essor, hein, qui essaye vraiment de s'en sortir au niveau économique. Et donc, ben, ça rappelle quand même beaucoup la période pour la Chine, hein, de la Grande Dépression de 1929. C'est-à-dire que vous savez que la Chine a eu un bond sur son PIB de 3000% en quelques dizaines d'années. C'est un record absolu hein, en termes d'évolution de l'économie pour un pays. Et là, elle est en train peut-être de payer en fait sa trop grande croissance parce que comme elle n'a fait que monter, eh bien, elle n'a pas eu le temps de solidifier peut-être les bases. Et le problème, c'est que là, ce qui est en train de se passer en Chine, c'est un peu ce qui s'est passé en 1929 avec la Grande Dépression, c'est qu'il y a tout qui s'est effondré. Dans la Grande Dépression de 1929, c'était cette fois sur les... Enfin, on peut pas se rappeler parce qu'on n'était pas encore, on n'existait pas à l'époque en 1929. Mais si vous avez pris des cours d'histoire ou quoi, je pense que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la Grande Dépression de 1929 parce que ça promet d'être très intéressant. Qu'on se rend compte que 100 ans après, eh bien, l'humanité n'a toujours pas pris les leçons au final d'il y a 100 ans en arrière. Bref, comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil. Et la Grande Dépression de 1929, eh ben, c'était quoi? C'était l'inflation, explosion du chômage, fermeture des industries, d'entreprises en masse, révolution sociale, etc. Et je pense que la Chine, là, elle est en train de vraiment de tomber là-dedans, mais à cause du secteur immobilier. Donc là, c'est différent quand même par rapport à la Grande Dépression, c'était surtout les banques et la chute du marché boursier. Bon. Ouais, les amis, donc c'est pour ça que c'est pas sûr que la Chine ait les reins assez solides quand même pour injecter 1000 milliards comme ça, juste pour son secteur immobilier. C'est pas sûr à cause justement de son grand nombre de dettes déjà. Ensuite, maintenant, on va voir le chapitre, enfin, on va aborder tout l'aspect des... Est-ce que si la... Vous l'avez compris, hein, donc là, si le secteur immobilier chute, et c'est le cas, hein, vraiment, on le voit avec les chiffres et tout, il n'y a pas de, y a pas à chipoter là-dessus, c'est en train de s'effondrer le secteur immobilier en Chine. Il va entraîner donc les autres dominos du secteur financier donc chinois et donc la Chine dans son ensemble. Ça paraît plus que probable hein, vu les chiffres. Maintenant la question c'est ok si la Chine elle chute, est-ce qu'elle va entraîner le reste du monde? Donc là c'est ce qu'on va voir. Donc là c'est pour ça que je mets les États-Unis alter ego de la Chine. C'est vrai que là on a deux blocs clairement hein, qui se dessinent au niveau économique, c'est la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et d'ailleurs s'il y a des tensions entre l'un et l'autre, vous l'avez compris, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils veulent dominer l'un et l'autre le monde. Donc par contre ce qui est intéressant, vous savez peut-être pas forcément, c'est que la Chine c'est le premier créancier de la dette américaine. C'est ça qui est intéressant en même temps, au même titre, quasiment ex aequo avec le Japon. Et donc le montant détenu par la Chine de la dette américaine, c'est de 1200 milliards de dollars. Voilà, donc là j'ai le graphique, vous voyez, de Elucide Media qui montre, vous voyez en rouge, la part que détient la Chine dans la dette américaine, publique fédérale, hein, vous voyez, 2000 à 2023. Donc on voit que, qu'est-ce qui se passe? On voit que ces dernières années, la Chine a vendu d'ailleurs hein, ses bons du trésor américains. Et là je vous montre un article, enfin un tweet
de good value sur Twitter que vous pouvez voir ici, regardez. Voilà, ça datait du 20 août 2023. Eh bien, regardez, la Chine et l'Arabie Saoudite vendent massivement leurs réserves du bon du trésor américain. Et ça, vous voyez, je l'avais mis dans mon article, c'est qu'un des risques majeurs qui peut se passer en cas de crise économique de la Chine, c'est que justement, elles se mettent à vendre, à dilapider totalement ces bons du trésor américains. Mais non pas pour affaiblir les États-Unis, mais pour essayer de s'en sortir, elles, et avoir des liquidités, en fait. Et parce qu'il faut savoir que, bon, ça peut être étonnant, mais pourquoi déjà la Chine de base a acheté de la dette américaine? Ça peut être étonnant, hein, malgré les tensions entre la Chine et les États-Unis. C'est que la Chine, en fait, aime bien la dette américaine ou les bons de trésor américains, justement, que ça permet, en fait, de stabiliser les prix de son renminbi dans le passé, en tout cas, c'était le cas. Et donc, plus son renminbi était bas à la Chine, et plus elle pouvait soutenir, si vous voulez, les exportations au niveau de ses produits. Bon. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que la Chine soit l'un des premiers exportateurs au monde dans ce cadre-là, parce que, ben, on l'a vu, c'est justement à cause, enfin, grâce à la faible valeur, si je puis dire, de son renminbi. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, pour un renminbi, je crois, c'est 0,0 quelques dollars. Enfin, à vérifier la conversion, hein, mais c'est vraiment flagrant la différence. Et donc, c'est pour ça que la Chine, pour stabiliser son renminbi à une faible valeur, eh bien, acheter régulièrement des bons du trésor américains. Sauf que là, ben, vous l'avez compris, elle est en train de vendre actuellement, hein, ces bons du trésor à une vitesse quand même relative et plutôt inquiétante pour les États-Unis. Parce que je rappelle que si un pays vend vite ses bons du trésor américains et qu'il y a une grande quantité de bons du trésor américains, ben, ça peut impacter tout simplement la croissance économique, enfin, la dette, déjà le montant de la dette des États-Unis. Voilà. Donc là, on est en train de se... Enfin, je vous montre l'article de Le Monde qui parle justement de ça. Tac. Voilà. Le Monde, pour la Chine, l'arme de la dette américaine reste difficile à activer. Mais ça, c'était en 2019. Et donc, dans l'affrontement qui l'oppose à Washington, Pékin, premier créancier des États-Unis, peut aisément liquider ses bons trésors américains en guise de rétorsion. C'est exactement ce que je vous disais, c'est que pour stabiliser son renminbi, la Chine, malgré les tensions, etc., ne vendait pas ses bons trésors américains, du moins ne les vendait pas en masse, justement parce qu'elle en avait besoin elle-même. C'est pas pour être gentil, quoi. Non, parce qu'on avait besoin. Mais là, comme elle est en train de faire face à une crise économique plutôt grave avec son secteur immobilier, eh ben, c'est même pas pour embêter les États-Unis, c'est juste pour essayer de s'en sortir elle. Et bien là, elle est en train de vendre un peu plus rapidement, pas massivement encore, mais plus rapidement, ses bons de trésor américains. Et ça, c'est inquiétant parce que ça prouve également, c'est un signe de plus qui montre que la Chine est bien en train d'être confrontée à une vraie crise économique majeure et donc, par le biais, et ça c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais il n'y a pas que le poids de la Chine par rapport à ses créances vis-à-vis des bons de trésor américains, il y a également les impacts de tous les intérêts chinois à travers le monde. Et vous savez très bien qu'il y en a énormément. Je ne parle même pas, par exemple, tout simplement du secteur immobilier qui n'est pas uniquement en Chine. Comme vous l'avez vu, il y a 31,6 milliards de dollars de dettes de Evergrande qui sont offshore, c'est-à-dire hors de la Chine, donc qui sont basés sur des intérêts étrangers. Donc là aussi, on voit qu'il y a déjà des impacts rien que sur ça. Et après, derrière, si vous avez l'ensemble du marché chinois qui est en faillite, eh bien forcément, il y aura des impacts sur les entreprises étrangères, mais sur tous les domaines, même l'automobile par exemple, puisque la Chine est devenue la première exportatrice en 2023 au milieu du secteur automobile. Voilà. Donc, là, j'ai un article d'ailleurs qui va le prouver. Usine nouvelle. Tac. Voilà. Par exemple, la Chine reste le premier investisseur au monde dans la production de puces. Rien que ça. Donc, imaginez s'il y a une faillite massive là-dedans, bah, il y aura des impacts forcément sur les prix, même à l'échelle mondiale. Et je ne parle même pas des métaux, puisque la Chine est un très grand exportateur, même au niveau des métaux, vis-à-vis de l'Union européenne. Voilà, mais rien que ça. Donc là, je ne vous laisse même pas imaginer les ramifications. Donc, ça promet, ça promet. Donc, il y aura forcément, si la Chine s'effondre, il y aura forcément un impact sur l'économie mondiale. Ça, c'est certain. Et donc, autre point, et là, on a atteint un point un peu plus chaud, c'est que, imaginons voilà, que la Chine s'effondre, est-ce qu'elle va se laisser faire? Ben non, elle va tout faire en place. D'ailleurs, elle le prouve, elle est en train de vendre ses bons trésors américains, donc elle va tout mettre en place pour essayer de s'en sortir.
Mais le seul point positif qu'il va y avoir, c'est qu'elle va se concentrer plutôt sur ses bobos à elle, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de gérer, comme font les Américains, c'est-à-dire de mettre son nez un peu partout dans le monde pour mettre le bazar. Donc non, mais déjà, le problème, c'est que là, je fais les hypothèses, hein. Là, je rentre vraiment dans les hypothèses, plus dans trop les faits et tout. Donc c'est peut-être à prendre au conditionnel vraiment à fond, hein, ce que je vais dire. Mais c'est qu'il y a une possibilité que la Chine envahisse Taïwan. Et je vais dire, mais vraiment, ça c'est pas un exercice et tout, ce soit vraiment une réalité pour plusieurs raisons. La première raison qui me pousse à dire ça, c'est que le passé le prouve. C'est que, par exemple, la Grande Dépression de 1929, comment elle a été résolue? Eh bien, elle a été résolue à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ça se fait quand même réfléchir, c'est-à-dire que la plus grande crise économique de l'histoire de l'humanité, hein, au niveau moderne, a été résolue grâce à la guerre, parce que derrière, il y a eu une réindustrialisation des ressources, et toutes les ressources humaines, eh bien, les chômeurs, tout ça, ils étaient envoyés au front, en fait. Donc, vous avez eu un cycle qui est reparti de zéro. Ensuite, maintenant, pour en revenir à la Chine, eh bien là, un des risques majeurs, justement dans le cas d'une crise économique majeure en Chine, c'est que pour relancer justement ton économie, elle puisse être tentée, dans une ultime tentative désespérée, hein, je le mets là, de déclarer une guerre. Et de façon, on va dire que la guerre la moins pire et la plus logique qui puisse profiter à l'horizon, ce soit une guerre entre la Chine et Taïwan. Donc ce ne sera pas une guerre, ce sera une invasion, clairement. Mais derrière, ça pourra avoir des répercussions à l'échelle mondiale, hein, forcément, si les Américains se mettent au milieu. Bon. Mais, là où je veux en venir, c'est que si elle fera ça, la Chine, ce ne sera pas pour déclarer la Troisième Guerre mondiale et foutre le bazar dans une optique peut-être, si nous on coule, comme ça tout le monde coule. Ce sera plutôt pour essayer de détourner peut-être les révolutions sociales qui vont avoir lieu en Chine, parce que s'il y a une crise économique sans précédent, les Chinois qui sont déjà quand même bien matraqués au niveau de leur liberté, eh bien là, ils vont peut-être, hein, se rebeller à fond parce qu'ils vont perdre leurs finances, peut-être. Et donc derrière, eh bien, en plus, vous avez Taïwan, c'est un enjeu économique. Donc vous l'avez vu avec, je ne vous cache rien, hein, tout l'enjeu des complexes industriels au niveau des puces, qui sont une importance capitale dans le développement d'une économie au niveau mondial. Donc vous avez vraiment tous les avantages pour la Chine au niveau de l'invasion de Taïwan, c'est que elle aura tout à gagner en essayant de relancer son économie, en détournant le regard des Chinois et de relancer peut-être le truc patriotisme, hein, vous savez, pour la Chine, etc. Voilà, et donc si je dis ça, c'est également que j'ai un article de Le Figaro. Hop, dernier petit article pour la route. Voilà, la Chine lance des manœuvres militaires autour de Taïwan. Et ça, c'était au 19 août 2023. Hein. C'était tout récent. Hein. Et ça, bien sûr, c'est dans le cadre, parce que vous avez eu la visite d'un haut fonctionnaire du gouvernement américain en Chine. Je crois que c'est le vice-président d'ailleurs. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai vu ça de loin. Et donc, en représailles, la Chine a lancé des manœuvres militaires autour de Taïwan. Mais c'est pour ça que là, on se dit peut-être que c'est du bluff et tout, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle se dit, bon, maintenant, si notre secteur immobilier s'effondre et que nous, on est en crise économique, on se prépare en fait réellement, on fait des exercices. Et comme ça, on sera prêt, et personne n'y verra que du feu, parce que tout le monde s'est dit, finalement, la Chine, elle fait que bluffer là en ce moment. Pourquoi pas? Donc là, c'est aussi une question qu'on peut se poser, les amis, et donc faudra voir. Hein. De toute façon, on fera vite fixer, parce que si le secteur immobilier s'effondre réellement en Chine et que derrière, elle envahit Taïwan, là, on sera fixé, c'est qu'elle sera vraiment dans la galère. Hein. Ça voudra dire. Et sinon j'ai peut-être tort, hein, et tant mieux d'ailleurs, parce que euh, franchement, là, c'est le bazar. Et donc, en conclusion, on va passer à la conclusion, les amis. Donc, c'est effectivement ça, c'est que la chute d'Evergrande, c'est simplement peut-être le premier domino, hein, dans la chute du secteur immobilier chinois. Secteur qui, si lui tombe, il entraînerait la chute de la Chine en tant que telle, hein, en tant que pays, dans une crise économique sans précédent. Et enfin, donc la chute de la Chine représenterait à son tour le premier domino dans la chute de l'économie mondiale, qui, je vous rappelle, est très fragilisée, notamment au niveau des États-Unis avec la crise bancaire, et l'Europe, j'en parle même pas de l'Europe, avec la crise énergétique et l'inflation. Voilà. Donc, je dis très bien clairement, hein, tout cela est à prendre au conditionnel, parce que je n'ai pas la science infuse, je rappelle, je ne connais pas l'avenir, c'est juste, voilà, je me suis basé sur des chiffres, hein, donc comme vous l'avez vu, avant de fouiller,
Moi également, j'étais comme vous, je savais que l'affaire Evergrande. Je ne connaissais pas les autres affaires, mais au fur et à mesure de la découverte des chiffres, hein, vraiment mathématiques, sur l'effondrement du secteur immobilier, clairement, il y a des nouvelles pistes d'horizon, hein, malheureusement, qui se profilent, pas bonnes, hein, pour l'économie mondiale. Donc après, j'insiste très bien là-dessus, est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde, les amis. Je vais vraiment finir sur quelque chose de positif, que le but, c'est pas de faire peur, hein, clairement. Le but, c'est de se préparer déjà mentalement, de se préparer peut-être stratégiquement, hein, j'en parle souvent, mais au niveau financier, d'avoir une stratégie. Si on a un choc économique mondial, ce sera les marchés financiers qui vont tanker en premier, clairement, comme d'hab, hein, comme d'habitude. Donc toutes les actions boursières vont tanker, bah, comme en 2008, hein, au final, comme en 1929, ce sera le marché boursier qui va tanker dans un premier temps. Et là, je fais référence notamment aux derniers avis, par exemple de Robert Kiyosaki, qui lui a toujours appelé les gens à investir dans l'or physique et l'argent physique, également dans le Bitcoin. Donc je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment, mais quand je vois ces gens-là qui appellent, qui disent s'il y a une crise mondiale, un cataclysme mondial majeur, l'or pourra être propulsé à 1 million de dollars, c'est Robert Kiyosaki qui l'a déclaré, et l'argent, enfin, le kilo d'argent, pourra être propulsé à 75 000 dollars. Bon, et le Bitcoin en 2024, Robert Kiyosaki a fait des paris sur un 100 000 dollars pour le Bitcoin s'il y a un cataclysme mondial au niveau des marchés boursiers. Vous voyez? Et qui conforte dans cette position, comme par hasard, il y a quelques jours, avant même qu'on nous annonce la chute d'Evergrande en faillite aux États-Unis, vous avez Michael Burry, célèbre investisseur, qui a parié 1,6 milliard de dollars sur la chute des marchés financiers mondiaux. Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2008, juste avant la crise boursière de 2008. Donc, tout ça fait quand même réfléchir et dire, est-ce que c'est la fin du monde? Ben non, parce qu'il y a des solutions derrière, mais le tout, c'est de savoir. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo peut-être très négative, hein, sur le fond, c'est-à-dire sur l'avenir de l'économie mondiale à cause de la Chine. Mais bon, on sait qu'on va dans le mur, hein. De toute façon, sans la Chine, on savait déjà qu'on est dans le mur. Mais là, avec la Chine, ça semble s'accélérer, avec la crise des dettes et tout. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, les amis, c'est vraiment de penser à une stratégie de diversification, de façon à ce que si le marché boursier s'effondre, vous ne soyez pas voilà, démunis et que vous ayez des œufs dans d'autres paniers qui vous permettront bien de continuer à vivre, quoi, simplement. Voilà, et donc d'ailleurs, dans ce cadre-là, je vous invite à voir ma vidéo sur que faire justement en cas de crise de nos sociétés européennes. Je l'avais fait il y a quelques semaines, cette vidéo, avant même que je sache, hein, pour la Chine, et je parlais vraiment de l'Europe. Mais là, avec la Chine, je pense que ça va être vraiment l'ensemble de l'économie mondiale qui va tanker. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Vraiment, j'espère vraiment me tromper parce que ce sera pas des... Même prêt, même si on est prêt, ce sera pas une période quand même facile à digérer, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, malgré les nouvelles quand même. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un like, surtout à me dire ce que vous en pensez, vous, parce que je peux me tromper également, j'espère même me tromper. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres avis, d'autres sources peut-être, qui peuvent être très intéressantes à partager pour tout le monde. Et puis sinon, ben moi, je vous dis à bientôt. Profitez bien, prenez soin de vous, très important. Et puis la bise, ciao pour d'autres vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je la ferai jeudi sur l'actuel crypto numéro 38. Voilà, allez, la bise, ciao.